Si nous suivons un des grands spécialistes de cette période, comme cet excellent John Hale, je veux parler de la Renaissance, nous ne devrions appliquer ce terme qu'à l'Italie, les autres pays n'ayant été que des suiveurs d'où rien n'aurait vraiment germé, excepté peut-être les Pays-Bas, donnant au final un aspect national à cette efflorescence née dans la botte italienne. Toutefois, s'il y a quelque chose de commun à ce renversement des valeurs que représente la Renaissance prise au sens commun, ce sont les conditions historiques qui ont permis son avènement. Car voilà une rupture majeure, totale, globale, qui ne s'est pas manifestée dans l'ordre du monde par le biais d'événements grandiloquents. La Révolution française s'incarne dans la prise de la Bastille, même si les historiens libéraux ont montré qu'elle était en germe depuis belle lurette et qu'on aurait peut-être même pu s'en passer. Ce dont je doute. La Révolution américaine a pris la forme d'une guerre de décolonisation dans laquelle les colonisés descendaient à plus ou moins long terme de colons qui avaient fui la pesanteur idéologique et sociale de l'Angleterre élisabéthaine. Mais pour la Renaissance, nous avons des œuvres, des tableaux, des sculptures, des livres comme ce livre du courtisan de Castiglione. Il faut donc chercher des agents de l'histoire. Ils seraient donc ces artistes, ces acrobates artistiques comme les appelle Peter Sloterdijk. Ils voient en eux la manifestation de cette volonté de tendre vers le surhomme nietzschéen qui ne serait que la forme moderne de l'être humain. La Renaissance, c'est donc avant tout des artistes, par centaines, par milliers, des écrivains, des intellectuels qui déploient un monde épistolaire qui coagule une Europe qui coupe les ponts avec le monde islamique et ses productions artisanales. Mais qui sont ces artistes et de quelle source sourdent-ils ? L'artiste médiéval était un moine qui allait de cloître en cloître, de ville en ville, pour faire profiter des grands, des dons qui étaient les siens. Sa rémunération était triviale. Si le Moyen-Âge produit des artistes crédibles, la Renaissance va les démultiplier et parvenir à leur conférer une rémunération conséquente parfois, et même extravagante pour les plus chanceux. Des artistes deviennent peut-être pour la première fois dans l'histoire richissimes. Bien sûr, on peut expliquer cela par la découverte du Nouveau Monde et l'afflux de métaux précieux qui va dynamiser l'économie européenne et donc permettre au somptuaire de se déployer tout azimut. Mais pour qu'il y ait du somptuaire, il faut, et nous y revenons, des artistes. Et c'est là que nous retrouvons la thèse de Peter Sloterdijk, selon laquelle ce sont les bâtards des grands du monde, grands aristocrates, grands prélats, qui, dépourvus de la possibilité de faire une carrière officielle, mais toutefois détenteurs d'un capital social, de temps et d'argent, ont orienté leur libido, prise au sens large, dans l'art et la culture, soufflant des vents contraires au monde qui avaient fait d'eux des inauthentiques. Le narcissisme du sublime peut donc advenir, comme l'avait si bien décrit Kant dans la critique de la faculté de juger.